Dans cette vidéo, nous mettons en œuvre la méthode de comparaison de modèles par l'approche de comparaison de vraisemblance, sur un exemple assez simple et volontairement simple pour qu'on puisse en comprendre tous les principes. Imaginez la chose suivante. Imaginez qu'une personne prétende devant vous qu'elle est capable d'infléchir par le pouvoir de sa pensée sur l'apparition d'une certaine face de pièce quand on s'amuse à lancer une pièce de monnaie, un certain nombre de fois. Et elle dit qu'elle peut infléchir le résultat d'une telle expérience par l'apparition, ou en faisant apparaître un certain nombre de fois pile, ou un certain nombre de fois face, bref, un certain nombre de fois la même face de la pièce, plus souvent que le hasard en tout cas ne le laisserait prévoir. Par contre, elle ne sait pas dire à l'avance quel côté tombera plus souvent que l'autre. Pour vous le montrer, elle lance la pièce 10 fois et on constate que sur 10 lancés, 7 fois le côté pile est apparu. Voilà le résultat empirique de cette courte expérience. Et la question qui se pose, c'est est-ce que vous diriez qu'à partir de ce résultat, la personne a le pouvoir qu'elle prétend, ou bien les résultats sont-ils tout simplement explicables par le hasard seul? On va construire les deux modèles correspondants et puis les mettre en concurrence pour en comparer les mérites relatifs. Vous notez que si vous deviez traiter ce problème par la méthode classique par valeur P, ce que vous avez fait dans la fiche précédente, sur la même petite situation exemple, eh bien vous auriez simplement à calculer une valeur P en encadrant l'ensemble des bâtons dans le graphique qui est là, qui sont au maximum à la hauteur de celui de 7. Autrement dit, vous auriez cumulé la valeur P aux deux extrémités d'une distribution, dont la probabilité de référence est de 1,5, puisque si la personne a simplement de la chance, alors sa probabilité de tomber sur pile à un lancer donné est de 1 chance sur 2. Mais comme la personne affirme qu'elle peut faire apparaître également une longue série de faces, il est équivalent pour nous de prendre en compte à la fois une probabilité élevée et une probabilité faible de tomber sur pile. Une probabilité faible de tomber sur pile signifierait une probabilité élevée de tomber sur face de manière répétée. Donc dans cette situation, la méthode par valeur P nous obligerait à cumuler aux deux extrémités de la distribution. Dans cette situation-là, ça n'est pas très ambigu. Et la valeur P correspondante serait de 0,3437. Ce qui nous amènerait à ne pas rejeter l'hypothèse de la chance seule. Une particularité de cette approche par valeur P est que lorsque c'est l'hypothèse nulle, l'hypothèse de référence, l'hypothèse en l'occurrence du hasard seul qui est conservée, vous ne pouvez pas l'affirmer. Il n'y a pas de possibilité dans cette démarche par valeur P de pouvoir affirmer une hypothèse, quand en tout cas c'est l'hypothèse de référence, pour une raison simple, c'est que tout le raisonnement est basé sur cette hypothèse de référence et que vous cherchez éventuellement à mettre en évidence une contradiction par rapport à cette hypothèse. Si nous avions une valeur P faible, on pourrait remettre en cause l'hypothèse nulle et la rejeter, avec un certain degré d'erreur possible, mais malgré tout, on serait assez assuré, en ayant cette capacité de mesurer notre erreur, de notre conclusion en rejetant l'hypothèse nulle. Mais quand on ne rejette pas l'hypothèse nulle avec l'approche par valeur P, à contrario, on ne peut pas affirmer l'hypothèse nulle. Ce n'est pas parce que tout se passe comme si l'hypothèse nulle était vraie que ça nous autorise à l'affirmer. Donc dans la méthode par valeur P, c'est une autre de ces limites que nous n'avions pas encore soulignée. Elle s'appuie sur une hypothèse centrale, une hypothèse de référence qu'on appelle l'hypothèse nulle. Et quand la valeur P est élevée, malheureusement, nous ne pouvons pas faire grand-chose. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas conclure positivement que l'hypothèse nulle est vraie. C'est une des limites de cette approche qui est une approche plutôt par la contradiction. On sait quelque chose quand on contredit l'hypothèse nulle. Quand on ne trouve rien qui la contredit, ce qui est le cas ici pour une valeur P élevée, alors on est embarrassé dans la conclusion. On peut juste dire qu'on ne rejette pas l'hypothèse nulle avec cette précaution oratoire. Dans la démarche par comparaison de modèles par vraisemblance, vous allez le voir, il n'y a pas cette limitation. On peut affirmer une hypothèse, qu'elle soit nulle ou pas, parce que dans cette démarche, il n'y a pas d'hypothèse qui soit privilégiée, il n'y a pas d'hypothèse qui serve de cadre de référence ou de point de départ de la construction ou du raisonnement. Les hypothèses qu'on met en concurrence ont absolument le même statut. Alors regardons ça. Dans cette situation très simple, si on considère un modèle qu'on va appeler M0 qui est celui de la chance, qui est le scénario de la chance, il est facile d'affirmer en effet que selon ce scénario, l'hypothèse de probabilité est que la probabilité de tomber sur pile, prenons cet événement comme référence si vous voulez, ou comme cible de la modélisation, la probabilité de tomber sur pile est de 1 chance sur 2. Du coup,
Selon ce modèle, avec ce résultat concret qui est de 7 apparitions de la face pile, la vraisemblance du modèle de probabilité 1,5, la vraisemblance du modèle de probabilité 1,5 pour un résultat de 7 apparitions sur 10, on l'obtient automatiquement en passant la souris sur le sommet du bâton, est égale à 0,1172. Ce calcul binomial vous permet, dans le calcul de la vraisemblance, de prendre en compte les apparitions de 7 côtés pile sur 10 lancés, dans quelque ordre que ce soit et dans quelque position que ce soit de la série de 10 lancés. Donc c'est une probabilité qui est correcte et qui est complète. 0,1172, voilà la vraisemblance du modèle qui affirme que la personne a eu simplement de la chance dans cette expérience. Naturellement, vous pourriez dire, la personne a réellement le pouvoir qu'elle prétend, et l'hypothèse statistique qui correspond à cela, là il faut y réfléchir un tout petit peu, c'est l'hypothèse statistique qui va traduire le fait que la probabilité de tomber sur pile souvent est plus grande que 1,5, ou bien la probabilité de tomber sur pile est plus grande que 1,5, ce qui produira ou générera souvent une longue séquence de piles, mais aussi vous devez prendre en compte que la personne n'est pas capable de prédire qu'il s'agit d'une longue série de piles ou d'une longue série de faces, ce qui revient statistiquement à dire, si on traduit ces propos, que la probabilité de tomber sur pile est soit très élevée par rapport à 1,5, ou bien très faible par rapport à 1,5, car cela traduit la possibilité qu'elle puisse générer une longue série de faces. Donc c'est la petite subtilité ici dans le raisonnement qui permet de construire le modèle M1. Sa traduction statistique en termes de probabilité, c'est que la probabilité de tomber sur pile est différente de 1,5 si la personne a bien le pouvoir qu'elle prétend. Quelle est la vraisemblance de ce modèle M1? Là, on sort à la difficulté que nous avons travaillée dans la vidéo précédente. Ici, si la personne a bien le pouvoir qu'elle prétend, on peut juste affirmer quelque chose en termes d'intervalle sur la probabilité, c'est-à-dire que cette probabilité est soit supérieure, soit inférieure à 1,5, autrement dit différente de 1,5, mais on ne sait pas traduire cette hypothèse par une valeur numérique précise de la probabilité. Alors on va adopter la démarche par vraisemblance intégrée qui nous permettrait précisément de traiter ces cas de figure. Et on va construire un modèle M1 qui est un modèle binomial ne posant aucune hypothèse sur la valeur du paramètre de probabilité. La probabilité peut prendre n'importe quelle valeur, on peut dire sauf 1,5. N'importe quelle valeur sauf 1,5, ce sera le modèle concurrent qu'on va opposer au précédent. Si c'est bien le modèle qu'on veut construire ici, alors la vraisemblance se calcule par intégration, et la vraisemblance intégrée, elle se calcule très facilement par la formule magique qu'on a vue dans la vidéo précédente, qui est 1 sur n plus 1, où n est le nombre d'essais qui ont été faits ici, c'est-à-dire 10 lancés. Donc ici, la vraisemblance pour ce modèle-là, 1 sur 10 plus 1, autrement dit 1/11e, vous pouvez facilement le calculer avec une calculette, 1 divisé par 11, on trouve 0,0909 et ainsi de suite. La vraisemblance de ce modèle est de 0,0909 et quelques. Par opposition avec la vraisemblance de M0, qui je vous le rappelle était de 0,1172. Donc très clairement, la vraisemblance du modèle M0, le modèle de la chance, est plus élevée que la vraisemblance du modèle non contraint, celui qui dit que la probabilité est quelconque, mais différente de 1,5. Au vu de ces vraisemblances, très clairement, nous allons garder comme modèle le modèle M0, car sa vraisemblance est la plus élevée. On va aussi s'entraîner à calculer le rapport de vraisemblance. Vous vous souvenez, c'est juste une manière de dire exactement la même chose que de comparer les vraisemblances, mais en présentant les choses sous la forme d'un rapport L1 divisé par L0. On regarde comment L1 est éventuellement plus grand que L0 ou l'inverse. Si L1 est plus grand que L0, alors ce rapport sera plus grand que 1. Si L1 est exactement égal à L0, ce rapport sera égal à 1. Et si L0 est plus grand que L1, alors on aura ici un nombre qui est plus petit que 1. Ce rapport fonctionne comme les plateaux d'une balance, avec en position centrale la valeur de 1. Si c'est supérieur à 1, ça milite en faveur du modèle qui est en haut,
Si c'est inférieur à 1, ça milite en faveur du modèle qui est en bas de la barre de fraction. Donc ici, quand on calcule le rapport de vraisemblance, on peut diviser L1 qui se trouve ici par la vraisemblance 0,1172, je ne me trompe pas, 0,1172 que nous avons trouvé dans le calculateur binomial, et on trouve un rapport, j'ai multiplié, pardon, on va corriger ça tout de suite, on a donc une valeur de 1/11e. Voilà, que nous divisons par 0,1172, on va y arriver, 0,7756. 0,7756, voilà la valeur proposée ici. C'est le rapport des deux vraisemblances que nous trouvons dans cette situation. Et vous voyez que ce rapport est inférieur à 1, ce qui vient simplement traduire le fait qu'en effet, nous avons divisé un petit nombre par un nombre un peu plus grand. L1 est un peu plus, avec 0,09 est un peu plus petit que le 0,1172 de M0. Est-ce que c'est suffisamment différent de 1? En effet, pour que nous puissions affirmer que les sujets ont juste eu de la chance, nous voulons un rapport qui soit justement plus petit que 1. On voudrait aussi, pour pouvoir l'affirmer, on voudrait que ce rapport soit suffisamment petit par rapport à 1. Tout comme quand le rapport était supérieur à 1, nous nous autorisions à dire que l'évidence en faveur du modèle M1 était positive quand le rapport était compris entre 3 et 20. Eh bien, à l'envers, on dira que l'évidence est positive en faveur de M0, au contraire, celui dont la vraisemblance est en dessous, si le rapport est inférieur à 1 et suffisamment inférieur à 1, c'est-à-dire au fond encore plus petit que 1 tiers. On inverse simplement le rapport quand c'est M0 que l'on veut défendre. Donc dans cette situation, on dira qu'il y a une évidence positive en faveur de M0 quand le rapport est inférieur à 1 tiers, mais reste supérieur à 1/20, puisque ce sera la limite au-delà duquel on dira que l'évidence est forte. Maintenant, le niveau d'évidence que nous avons avec 0,77 n'est pas positive, elle est négligeable. On aurait voulu que cette valeur soit plus petite que 1 tiers, c'est-à-dire 0,33 et quelques. Mais avec 0,7059, on a une valeur qui reste au-dessus. Alors elle est certes inférieure à 1, la balance penche très clairement du côté du modèle de la chance, mais pas suffisamment pour qu'on puisse être affirmatif. Donc on va dire ici, dans cette situation, que l'évidence est négligeable. Par contre, on peut ajouter que l'évidence qui est négligeable nous permet quand même de dire qu'elle ne penche pas du côté de M1, qui est le modèle de la présence ou de l'existence d'un pouvoir, ce qui aurait été un petit peu difficile à défendre d'un point de vue scientifique, mais après tout, on aurait conclu en fonction des données telles qu'elles apparaissent. Au final, si je résume l'ensemble de la démarche qui se trouve appliquée ici dans cet exemple très simple, on peut décrire tout ce que nous avons fait dans le raisonnement et tout le parcours que nous avons fait dans ce raisonnement en 5 ou 6 grandes étapes, selon le degré de détail qu'on veut donner, et tout cela se trouve résumé dans le petit paragraphe qui suit. La première chose que vous devez faire quand vous analysez une telle situation, c'est de qualifier la nature des données que vous avez collectées. Ici, les données sont très simples. Dans cette classe de modèles binomiaux que nous examinons ensemble, les données sont toujours des comptages. Ce sont des comptages d'événements indépendants et tous de même probabilité, de probabilité stable au cours des essais. Si c'est bien le cas, alors on peut argumenter que le modèle binomial est approprié pour modéliser les probabilités dans cette situation. Ensuite, une fois qu'on a franchi cette étape de choisir un modèle de distribution, eh bien, on regarde quelles sont les théories en concurrence. Les théories en concurrence, ici, elles sont au nombre de 2. Soit le sujet a eu de la chance, soit le sujet a bien le pouvoir qu'il prétend. Et chacune de ces théories peut se laisser décliner comme un modèle de probabilité. Si le sujet a eu de la chance, le modèle de probabilité qui s'en déduit, c'est que la probabilité de tomber sur pile est égale à 1/2.
Voilà comment se décline sous la forme d'une hypothèse de probabilité le modèle de la chance ou la théorie de la chance. Si on veut être complet, si on veut vraiment définir le modèle statistique complet qui se déduit de la théorie de la chance, on va dire la chose suivante. Si on appelle grand X la variable nombre de côtés piles qui apparaissent, on va dire que cette variable de comptage suit une loi binomiale de paramètres nombre d'essais ou nombre d'observations 10, puisqu'on a fait 10 essais, et de probabilité élémentaire à l'échelle d'un essai, pi0, c'est-à-dire 1,5. Voilà comment on écrit formellement le modèle de probabilité complet dans cette première théorie qui est celle de la chance. Et vous voyez que dans cette écriture complète, il y a deux éléments qui sont amenés. La nature de la distribution, qui est binomiale, et nous l'avons argumenté à partir de l'indépendance des résultats et de la stabilité de la probabilité. Bien entendu, si les gens ont simplement de la chance, alors la probabilité est toujours de 1,5 d'une façon stable, et les résultats aux différents lancers sont évidemment indépendants les uns des autres. Et la deuxième chose qui se trouve inscrite dans cette formule, c'est ici une valeur numérique. Attention, pi0 n'est pas une inconnue, c'est vraiment une valeur numérique. Ici, ça représente 1,5. Et les deux éléments mis ensemble, la distribution et puis la valeur de son paramètre de probabilité ici, constituent le modèle complet statistique qui se déduit de la théorie de la chance. Et puis il y a une deuxième théorie qui dit cette personne a vraiment le pouvoir qu'elle prétend, et dans ce cas, la probabilité de tomber sur pile est différente de 1,5, soit supérieure, soit inférieure, mais différente de 1,5. Et dans ce cas, le modèle complet, qui intègre à la fois l'hypothèse de distribution et l'hypothèse sur son paramètre, s'écrit avec une inconnue, cette fois-ci. On va dire que grand X, le comptage du nombre d'apparitions de piles, suit une loi binomiale de nombre d'observations 10 et de paramètres de probabilité inconnus pi. Une fois qu'on a écrit les différents modèles en concurrence, ici c'est très simple, il n'y en a que deux, eh bien on calcule leur vraisemblance, ce que nous avons fait à l'étape précédente. On a trouvé pour le modèle de la chance seule 0,1172, on a trouvé pour le modèle du pouvoir 0,0909. Lorsque l'on calcule le rapport des deux, on trouve 0,7756. On voit que le rapport penche en faveur de M0, puisque c'est une plus forte valeur qui est en bas de la barre de fraction ici, et que par conséquent ce rapport est inférieur à 1. Néanmoins, on note que le poids de l'évidence est négligeable, nous ne réussissons pas à descendre en dessous d'un tiers pour pouvoir affirmer confortablement que le sujet n'a eu que de la chance, mais dans l'esprit, cette méthode vous aurait permis d'affirmer l'hypothèse nulle si en effet on avait trouvé un rapport qui soit aussi franc qu'un tiers ou une valeur plus petite encore qu'un tiers. Donc retenez aussi cette possibilité qu'a la méthode par comparaison de vraisemblance de pouvoir affirmer tant M1 que M0 sans distinction, ce qui n'est pas le cas de la méthode par valeur P. Ici, dans cette situation, bien que l'évidence soit négligeable, on pourrait remédier à cela en faisant la chose très simple suivante. On demanderait à la personne de lancer plus de fois la pièce de monnaie, et on verrait apparaître à un moment ou à un autre que la balance que représente ce rapport de vraisemblance penche d'un côté ou de l'autre plus nettement, parce que simplement avec plus d'observations, nous cumulons plus d'informations sur la réalité du phénomène que nous étudions. C'est une propriété très intéressante du rapport de vraisemblance. On dit pour cette raison que c'est une statistique consistante, parce qu'en effet, en poussant vers l'infini le nombre d'observations, eh bien ce modèle vous indique le vrai modèle avec une probabilité qui tend vers 1. C'est ça la propriété de consistance. Pour terminer, je vous montre comment ces calculs peuvent être obtenus automatiquement en allant dans la rubrique calculateur, qui se trouve ici en haut à droite de votre cours interactif, et à la première rubrique qui s'appelle « Comparer une probabilité à une norme », c'est-à-dire le tout premier calculateur qui est intégré à cette page qui en contient plusieurs, eh bien vous pouvez simplement saisir les données d'une expérience. Ici, on avait 10 lancés, 10 observations, et on a obtenu le succès 7 fois. La probabilité théorique, telle qu'on peut la fixer dans l'hypothèse dite nulle, était de 0,5. Et en appuyant sur la touche Entrée, vous voyez apparaître, voilà, vous avez saisi la valeur théorique de probabilité de 0,5, et en appuyant sur la touche Entrée, vous voyez apparaître les principaux résultats que nous avons calculés à la main,
la fréquence d'apparition de pile 0,70, la vraisemblance de M0 qui est de 0,1172, et puis la vraisemblance du modèle M1 qui est de 0,0909 et ainsi de suite, et le rapport des deux vraisemblances 0,7758. Donc en pratique, quand vous rencontrez ce problème, il vous suffit d'aller directement au calculateur binomial qui se trouve à la rubrique calculateur pour obtenir une décision très rapide dans la situation traitée.